Chers Thaïs respectés, chers Sanghas, nous sommes le 17 décembre, l'an 2023. Nous sommes juste avant la retraite holiday season, les 2 semaines de la saison des fêtes. Et l'enseignement aujourd'hui va se faire en français. Je me souviens encore en 1999, juste avant le nouveau millénium, et l'UNESCO a invité notre maître, le maître Zen Thich Nhat Hanh, à se joindre à des lauréats du prix Nobel de la paix pour rédiger le manifeste 2000 pour une culture de la paix et de la non-violence. Et ils ont rédigé un texte, ce manifesto, basé sur les 5 entraînements à la pleine conscience que nous pratiquons au village des Pruniers. Et ce manifeste a recueilli plus de 70 millions de signatures à travers le monde. Et parmi les personnes qui ont signé, il y avait aussi de nombreux chefs d'État. 23 ans sont passés et vu la situation du monde actuel, je me souviens, cette année-là, nous étions très heureux, très contents. Nous avions plein d'espoir. Et dimanche dernier, Frère Phaplin, dans l'enseignement de Frère Phaplin, il a dit aussi que, vu la situation du monde actuel, on se demande pourquoi on ne peut pas faire comme ce qu'on souhaite, comme ce que nous voulons. Et Frère Phaplin a mentionné les habitudes. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler plus profondément des habitudes. Et en l'an 2008, Thaï, notre maître, a passé toute la retraite de 3 mois à nous enseigner les différentes écoles, les différentes traditions de l'éthique dans le monde. Et cet hiver, on réapprend tout ça. Et je me souviens, l'été passé, dans le partage d'un groupe des ados, une jeune fille de 15 ans, elle a partagé sa souffrance, elle a beaucoup pleuré. Elle souffre profondément et elle nous a partagé que ses parents étaient divorcés et qu'elle vivait avec son père, et son père avait beaucoup de copines et que son père changeait de copine à l'autre. Et je vois que cette adolescente, elle n'apprenait pas l'éthique comme nous, mais comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, même beaucoup d'enfants, on a tous une idée de l'éthique. On a l'éthique. Et nous tous, on a été jeunes, on avait une idéale, on avait beaucoup d'aspirations. Et combien d'entre nous, on s'est dit, quand je serai grande, quand je serai grand, je ferai ceci, cela, et je ne ferai pas comme les grands. Mais plus avec l'âge, avec les années,
on réalise combien c'est difficile, parce que plus on vit, plus on avance avec l'âge, nos habitudes deviennent de plus en plus profondes. Et nous tous, nous nous trouvons dans des situations, souvent dans des situations où nous sommes en conflit, un conflit intérieur. Parce que nous tous, nous voulons suivre l'éthique, mais il y a quelque chose qui ne peut pas, et nous sommes souvent en conflit avec nous-mêmes, dans la tête, dans notre personne. Alors, je vais vous dessiner un dessin pour vous montrer pourquoi on a ce conflit à l'intérieur de nous, un conflit dans la tête. Je dessine très mal, hein. Pas très rond. Bon, j'essaie de faire un cercle. J'essaie de dessiner notre conscience. C'est très simple. Dans notre conscience, il y a la partie supérieure, notre intellect, qui est la conscience du mental. Et puis, la partie plus profonde, c'est la conscience du tréfonds. Je me souviens l'année dernière, une amie a passé tous les 3 mois avec nous, et avant de nous quitter, elle a eu un entretien avec moi. Après 3 mois, elle a décidé de retourner et vivre avec sa maman, parce qu'en elle, elle veut prendre soin de sa maman, qui est âgée, qui vit seule, et elle veut être une fille gentille qui va s'occuper de sa maman quand sa maman a besoin d'elle. Mais quelque chose en elle qui l'empêchait, c'est la peur. Alors, dans son intellect, elle a l'éthique, elle veut être une fille gentille, elle veut aider sa maman, prendre soin de sa maman, mais en profondeur, il y a la peur. Ça la déchire, elle a très peur et elle ne veut pas vraiment aller vivre avec sa maman. C'est parce que dans sa conscience du tréfonds, en profondeur, elle a la peur et toutes les expériences vécues dans le passé. Notre conscience du tréfonds garde tout ce qui s'est passé. Chaque fois que nous regardons quelque chose, ça c'est les yeux. Chaque fois que nous regardons quelque chose, tout de suite, nous voyons une histoire, il y a une perception, parce que les yeux ont une conscience.
une conscience visuelle. Et quand nous regardons quelque chose, l'image tombe dans la conscience du tréfonds, en profondeur de nous. Et ça reste ici comme une graine. Et en vivant avec sa maman, il y a eu beaucoup de souffrances et chaque fois, ses yeux sont en contact avec sa maman, ses oreilles qui entendent les mots durs, le son, ce qu'elle écoute, ce qu'elle entend, ces sons tombent aussi dans la conscience du tréfonds. Et puis, il y a aussi le corps. Parfois, elle a été battue et donc le corps a reçu des blessures et tout ça, ça tombe dans la conscience du tréfonds. Et chaque fois que ça se répète, chaque fois que l'expérience se répète, ça touche encore ces graines et ces graines grandissent. Ces graines grandissent, grandissent. Et la conscience du tréfonds est pleine de ces graines de souffrance, de blessures. Et la conscience du tréfonds est comme la terre. Elle garde tout. Elle porte et elle contient tout. Elle apprend, elle imprègne, elle préserve et elle travaille en continu. J'inspire, je suis consciente de mon inspiration. J'expire, je suis attentive à mon expiration. J'ai demandé à mon frère d'inviter un son de la cloche tous les quarts d'heure. Merci, frère. Notre conscience du tréfonds est comme un disque dur et contient tout. Et comme elle travaille jour et nuit, elle est comme un programme automatique. Même dans le sommeil, elle travaille. Et si, avant d'aller au lit, si nous pratiquons la relaxation totale, si nous écoutons ou lisons un passage qui nous nourrit, qui nous rend joyeux, joyeuse et heureuse, alors quand nous dormons dans le sommeil, cette graine de joie, cette graine de bonheur continue à grandir. La conscience du tréfonds continue à travailler pour garder cette graine. Mais au contraire, si nous regardons un film violent avant d'aller au lit, même si le mental, même si nos sens arrêtent de fonctionner, il y a aussi la langue, le nez. Même si nos organes sensoriels arrêtent de travailler, même si le mental dort, la conscience du tréfonds continue à travailler.
Et avant d'aller au lit, nous avons touché la graine de violence en nous. Alors quand nous dormons, cette graine de violence continue. La conscience du tréfonds continue à travailler avec cette graine. Et parfois, cette graine est tellement grande et importante que ça remonte dans le mental sous la forme de rêves. Et ça s'explique des cauchemars, des rêves. Parfois, on est très étonné d'avoir un cauchemar ou un rêve qui remonte comme ça. Et l'autre amie, elle a étudié, elle a appris les entraînements à la pleine conscience, l'éthique. Elle a pratiqué et donc elle veut suivre cette direction. Et pourtant, elle se sent déchirée parce que sa conscience profonde la rappelle qu'il y a beaucoup de souffrance. Si tu revois ces images, tu vas souffrir. Il y a une réaction dans le mental aussi bien que dans le corps. C'est pour ça, dans la tradition bouddhiste, nous parlons des 3 étapes. La première étape, c'est de voir le chemin, de trouver un chemin. Tous les enseignements de Thay, de notre maître, qu'il a enseigné pendant les 3 mois, l'an 2008-2009, ont été publiés en un livre en vietnamien intitulé Con đã có đường đi. J'ai eu un chemin. J'ai trouvé mon chemin. C'est comme les millions de personnes qui ont signé le manifesto, ils ont vu le chemin. Mais rester sur le chemin, c'est une autre chose. Rester sur le chemin sans se dévier, rester sur le chemin ou suivre le chemin, rester sur le chemin ou suivre le chemin, c'est une autre chose. Et puis, à la fin, c'est réaliser. Mais nous n'attendons pas à réaliser le chemin parce que quand on trouve un chemin, on est déjà très heureux. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se sentent désorientées et qui ne savent pas quoi faire dans leur vie. Et quand ils trouvent un chemin, ils sont très heureux. C'est l'éveil. Alors, on n'a pas besoin d'arriver à cette phase pour être heureux. Et puis, quand on reste sur le chemin, quand on suit le chemin entouré d'amis, d'une communauté qui nous soutient, on est déjà très heureux. On a déjà beaucoup de joie. Alors, nous nous trouvons dans beaucoup de situations comme notre ami. D'un côté, avec notre mental, notre intellect, nous voulons faire une chose. Et puis, en profondeur, il y a autre chose. Et pour résoudre ce conflit, pour calmer ce conflit, nous avons des pratiques très concrètes à faire. Au début de la retraite des 3 mois, frère Phap Hữu a chanté une chanson Being an Island unto Myself. Et dans cette chanson, il y a une phrase La Sangha, mes 5 skandhas sont la Sangha. Mes 5 skandhas sont une Sangha qui travaille en harmonie. Mes 5 skandhas, c'est-à-dire ma conscience, mon corps, mes sensations, mes perceptions, qui travaillent en harmonie. Alors, la pratique de la pleine conscience nous aide en premier
d'établir l'harmonie en nous-mêmes. Parce que souvent, il y a une bataille en nous. Il y a une bataille dans la tête. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui tombent malades mentalement à cause de cette bataille dans la tête. Et notre pratique de la pleine conscience nous aide à pacifier, à apporter la paix en nous-mêmes. Alors, la première chose à faire, c'est de revenir à nous-mêmes avec la respiration consciente, pour être en contact avec nous-mêmes par la respiration consciente, comme ce que nous venons de faire depuis le début, en écoutant les 3 sons de la cloche, et tous les quarts d'heure, dès qu'on entend un son de la cloche, on revient à soi-même pour être attentif à la respiration. Parce que quand on est conscient de sa respiration, on quitte cette partie du mental pour rentrer plus profondément dans notre personne, pour rentrer à notre corps, à rentrer à notre conscience du tréfonds. Souvent, on reste dans notre intellect, dans notre mental, c'est-à-dire juste une petite partie de notre personne. Mais avec la respiration consciente, on rentre à soi-même, on est en contact avec la totalité de nous-mêmes, avec notre corps, avec notre respiration, avec notre mental, avec nos sensations, avec notre conscience du tréfonds. Notre personne est faite du corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales, et la conscience. Et dans la conscience, nous avons différentes consciences, différents niveaux de conscience. Aujourd'hui, nous apprenons la psychologie bouddhique. Alors, quand nous faisons une respiration consciente, nous arrêtons de penser, c'est-à-dire nous ne restons pas seulement dans le niveau du mental, nous arrêtons de penser, nous revenons à notre respiration consciente, à notre corps, à nos sensations, à notre conscience, à la totalité de notre être. Nous sommes en contact avec la totalité de notre être. Nous sommes pleinement présentes avec nous-mêmes. Si nous restons toujours avec les pensées, alors nous restons seulement à ce niveau. À ce niveau, c'est-à-dire à une toute petite partie de ce niveau, ou bien juste cette partie. C'est pour ça, dans toutes les traditions de la méditation, la respiration consciente est la base, la fondation. C'est très simple, mais c'est fondamental. Et quand on respire comme ça, on revient non seulement à soi-même, mais on revient aussi au moment présent. Notre amie qui a tellement peur de retourner à sa maman, c'est parce qu'elle pense à plein d'expériences dans le passé.
Et parfois, elle s'assoit comme ça, mais elle vit dans le passé. Elle revoit tout ce qui se passait dans le passé avec sa maman. Et elle oublie complètement le moment présent. Et quand on respire, et quand elle s'est assise avec moi, on a respiré ensemble. Et en respirant, en pleine conscience, elle se souvient que, aujourd'hui, je suis différente. Je ne suis plus la petite fille d'autrefois. Aujourd'hui, je connais la pratique de la pleine conscience, je connais la pratique de la respiration consciente. Et avec la respiration consciente, pendant 3 mois, elle a pratiqué pour savoir comment calmer une émotion forte. Et comme elle a pratiqué pendant 3 mois, et quand je l'ai rappelé de revenir pour regarder sa peur, reconnaître sa peur, la pratique, pas par pas, premièrement, respirer consciemment, ou bien respirer en pleine conscience, pour revenir à soi-même, pour revenir au moment présent, et puis reconnaître d'abord reconnaître soi-même dans le moment présent. Maintenant, on est une personne différente de la personne du passé. Reconnaître soi-même et puis reconnaître ce qui se passe. Un quart d'heure passe super vite. Et reconnaître ce qui se passe dans notre corps, dans notre mental, dans nos sensations. S'il y a la peur, elle reconnaît qu'il y a la peur en elle. Et elle reconnaît cette peur sans juger, reconnaître juste pour être là, pour l'embrasser avec l'énergie de la pleine conscience, avec l'énergie de la peur, avec l'énergie de l'amour. Avec amour, avec acceptance. Quand on a la peur et puis on se dit « Pourquoi j'ai peur ?» Alors, ce n'est pas bien d'avoir peur comme ça, ou bien pourquoi je n'ai pas envie de retourner à ma maman, mais pourquoi et puis je ne suis pas contente, j'ai passé 3 mois au village et maintenant je ne suis pas encore prête, mais ça ne sert à rien. Et quand on a des idées comme ça, on tire encore une flèche à notre blessure, à nos blessures. Et le Bouddha nous disait souvent que quand nous avons une blessure, s'il y a à faire, c'est de prendre soin de cette blessure et de ne pas tirer une deuxième flèche sur la blessure. Quand la deuxième flèche atteint la deuxième blessure, la douleur va augmenter 10 fois plus. La douleur ne se double pas, mais ça va augmenter 10 fois plus. Et souvent, avec nos jugements, avec nos critiques à nous-mêmes, on tire plein de flèches, même pas une deuxième flèche, mais une troisième, une quatrième.
Et c'est comme ça qu'on crée une bataille en nous-mêmes. Alors donc, il faut reconnaître en souriant, avec amour, avec acceptance. C'est la pratique de la reconnaissance simple. Et quand on reconnaît ce qui se passe, et si on continue toujours avec la respiration consciente, quand on respire en pleine conscience, on agrandit la graine de la pleine conscience. Dès qu'on fait une respiration consciente, on touche cette graine de la pleine conscience et cette graine monte dans notre mental et se manifeste comme une formation mentale, ici. C'est une formation mentale et non seulement nous invitons cette formation mentale à se manifester, mais en même temps nous créons une énergie en nous. Quand vous êtes en pleine conscience, quand vous êtes en paix, vous sentez cette énergie. Quand vous vous approchez d'une personne paisible, une personne qui fait la marche méditative, vous pouvez sentir très, très clairement cette énergie de paix. Alors, dans notre vie, nous créons une zone d'énergie pour nous-mêmes et pour les personnes autour de nous. Quand nous sommes ensemble pendant une journée de pratique comme ça, chaque personne, nous créons cette énergie et ça devient une énergie collective. Et cette énergie est très solide, très forte, très puissante. Et nous créons cette énergie pour offrir à la Sangha et en même temps nous recevons le cadeau de toute la communauté. Nous recevons cette énergie collective qui nous nourrit et nous guérit. Et pour rester sur le chemin, suivre le chemin en communauté, comme ça c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Nous recevons beaucoup. Et donc, on reconnaît, et quand on respire continuellement, en pleine conscience, cette énergie de pleine conscience peut embrasser les autres énergies qui sont la peur, le doute ou la colère. Embrasser. Calmer. Alors, notre ami qui avait la peur monte dans sa conscience du mental comme une formation mentale. Et quand elle respire en pleine conscience, elle crée cette énergie de la pleine conscience qui va embrasser cette peur. Et puis, au bout d'un moment, la peur va se calmer et la peur se retire à la conscience du tréfonds sous la forme de graines. Et chaque fois qu'on arrive à calmer la peur ou une émotion négative avec la pleine conscience, chaque fois qu'on arrive à la calmer, cette émotion retourne dans la conscience du tréfonds et la graine devient plus petite. Et la graine de la conscience, de la pleine conscience, est plus grande, plus importante, plus forte. Et chaque fois qu'on arrive à faire ça, on a plus de confiance en soi et on a moins peur.
pendant votre séjour ici, toutes les activités que vous faites vous aident à grandir cette graine de la pleine conscience. Manger en silence, la marche méditative. On essaie de pratiquer la marche méditative à tout moment, chaque fois qu'on se déplace. On n'attend pas à la marche méditative avec toute la communauté pour pratiquer les pas en pleine conscience, mais chaque fois qu'on se déplace, on est conscient de chaque pas qu'on fait, on quitte le mental pour revenir à la personne entière, pour faire chaque pas en paix, en pleine conscience, dans la joie, en appréciant notre bonne santé physique, en appréciant nos jambes, nos pas en pleine forme. Et quand on marche comme ça, en appréciant nous-mêmes, on apporte à soi-même la joie, le bonheur. Et c'est comme ça qu'on cultive, qu'on fortifie les graines de joie et de bonheur. Et quand les graines de joie et de bonheur grandissent dans notre conscience du tréfonds, elles transforment, elles travaillent en profondeur sans qu'on sache. Elles travaillent et elles touchent, elles transforment les graines de la souffrance. Ce qui est extraordinaire, c'est la nature de l'inter-être. Parfois, nous avons trop de souffrance, nous sommes complètement émergés par la souffrance. Et on n'a plus la capacité de regarder la souffrance pour la transformer. On n'a plus cette capacité parce qu'on a perdu l'équilibre. Et notre maître nous a souvent enseigné de changer de CD ou de changer de disque pour focaliser sur nos graines de joie et de bonheur. Si on vit dans le moment présent, si on est à 100% présent avec nous-mêmes et avec ce qui se passe autour de nous, on reconnaît plein de belles choses. On est en plein hiver et il fait ensoleillé, il fait très froid dehors et ici on est au chaud, on est entouré, on n'est pas seul. Il y a plein de choses qui peuvent nous rendre heureux, heureuses. Il y a plein de choses que nous apprécions. Et si notre mental quitte la souffrance pour se concentrer sur ce qui est positif, petit à petit, nous pouvons établir l'équilibre. Nous avons plus de paix et de force intérieure pour gérer la souffrance. Et c'est pour ça la souffrance et le bonheur intersont. Et si vous voulez savoir comment transformer votre souffrance, vous devez savoir comment créer la joie. Vous devez savoir comment vivre heureux, en paix avec la souffrance. Sœur Trân Không, elle a du mal à marcher et tous les jours, elle fait des exercices pour marcher avec plus de stabilité, avec plus d'équilibre. Et nous, on n'a pas besoin de faire des exercices comme elle. Est-ce que nous sommes aussi heureux que Sœur Trân Không? Sœur Trân Không, elle est toujours dans la joie, dans le bonheur, et même elle fait beaucoup d'efforts dans les exercices. On la voit sourire tout le temps. Et au repas formel aujourd'hui, vous allez la voir, toujours souriante,
toujours contente et heureuse avec ses béquilles. Et nous avons les jambes fortes, en bonne santé, en pleine forme. Est-ce que nous sommes heureux? Alors, en revenant à nous-mêmes, nous découvrons plein de choses qui peuvent nous rendre très heureuses. Merci, Cloche. Et notre amie, elle est retournée à sa maman. Et avant, dans une conversation très courte, il y a la colère qui montait. Mais maintenant, quand il y a la colère, quand elle sentait l'irritation, un tout petit peu d'irritation, elle savait que sans la respiration consciente, ça va se passer mal. Et donc, elle s'accroche à sa respiration consciente. Et si elle voit que ça va monter, alors elle va sortir un petit peu pour faire quelques pas. Et c'est ainsi qu'elle arrive à rester plus longtemps avec sa maman. Rester plus longtemps avec sa maman pour l'écouter profondément. Avant, la communication était impossible parce que personne ne s'écoutait. Personne n'écoutait l'autre personne. Elle ne s'écoutait pas, mais maintenant, notre amie, elle arrive à écouter sa maman parce que elle arrive à calmer l'irritation, elle arrive à calmer sa colère avec la respiration consciente. Et en écoutant sa maman, elle découvre plein de choses. Parce qu'elle est revenue au village pour me partager ses expériences. Avant, elle vivait toujours avec sa maman du passé. Et elle ne pouvait pas être en contact avec sa maman du moment présent. Mais les années sont passées. Elle a changé, sa maman a changé aussi. Sa maman, maintenant, est beaucoup plus âgée, beaucoup plus faible. Et en l'écoutant, elle a plus d'amour. Son cœur s'est adouci. Et en l'écoutant plus profondément, elle a découvert des choses et petit à petit, son cœur s'est adouci pour laisser plus d'amour. Et avec cet amour, quand elle parle à sa maman naturellement, ses paroles sont plus aimantes. Et c'est comme ça que maman et fille ont rétabli la communication. Il y a les personnes qui ont essayé de s'éviter. Je connais bien d'enfants qui sont partis à l'étranger pour ne plus voir leur famille. Mais après beaucoup d'années, ils réalisent que ça n'aide pas parce que la souffrance est toujours là. Et ils ont décidé de revenir dans leur pays parce que la transformation a lieu seulement quand on arrive à rétablir la communication, à se réconcilier. Et la réconciliation est impossible sans écoute profonde,
sans communication. Parfois, on peut plus voir l'autre personne pour se réconcilier, mais on peut toujours faire la réconciliation en nous-mêmes, avec la personne en nous-mêmes. Et c'est seulement après la réconciliation avec la réconciliation, on peut transformer cette souffrance. Et là, on a parlé du conflit dans la tête. Et on sait que la tête, la conscience, je dis la conscience, on divise, on parle de la conscience et du corps comme ça pour comprendre plus facilement, mais au fait, la conscience et le corps sont très liés. Et dans le corps, il y a aussi la conscience. Dans chaque cellule de notre corps, il y a la conscience aussi. C'est pour ça, tout est lié. Parfois, on a une perception, on regarde cette personne, on se met en colère, et puis on peut sentir la colère dans le corps. Le corps devient crispé ou tendu, la respiration s'accélère. Donc, ces graines dans la conscience du tréfonds restent aussi dans notre corps, n'est-ce pas? Corps et conscience font un. Et il y a le conflit dans la conscience, mais quand il y a le conflit dans la conscience, dans la tête, il y a aussi un conflit dans toute notre personne entière, c'est-à-dire un conflit qu'on peut sentir dans le corps, dans les sensations, dans la conscience. Je vais vous raconter une histoire, enfin pas une histoire, mais un fait dans ma famille. Dans ma famille, il y a un membre de la famille qui est très respecté. Là, c'est quand j'étais au Vietnam, quand j'étais petite. Et petite, j'ai entendu plein d'histoires et les adultes se racontaient. Et les adultes se racontaient plein de choses, pensant que les petits-enfants, ils ne savent pas. Mais moi, je suis la personne qui connaît tout ce qui se passe dans ma famille. Petite, j'ai tout entendu. Et j'ai entendu une histoire d'un membre de la famille. Cet homme-là, il est très respecté par toute la famille. Des deux côtés, son côté et le côté de sa femme. Il a eu une très bonne éducation et il a aidé toute la famille. Il a aidé aussi mon père. Il a payé ses études pour mon père. Il a payé les études pour tous les frères et sœurs dans sa famille. Et tous les neveux, les nièces, tout le monde, tous les membres de la famille vraiment le respectent beaucoup parce qu'il est comme un modèle de la famille, un homme vertueux qui vit très correctement et qui aide toute la famille, sans exception. Et puis un jour, ma mère a découvert qu'en cachette, il a une deuxième femme et aussi des enfants. Et maintenant, quand j'y pense, j'ai beaucoup d'amour pour lui parce que je comprends ce qui se passe. Je n'ai jamais eu une idée, je n'ai jamais eu une pensée de critique ou une pensée négative envers lui parce que je comprends ce qui se passe, comment ça fonctionne, notre conscience, notre personne. Cette personne, il a été vraiment encadré par une culture, par une société,
une éthique établie par toute la société, par toute une culture. Même s'il était, il voulait être correct, mais il ne pouvait pas. Il savait que la famille, la société, la culture n'acceptent pas le fait qu'il a une affaire comme ça. C'était impossible et donc il devait cacher. Et en cacher, il fait des mensonges. Et puis, d'une erreur, il continue avec d'autres erreurs et il y a une accumulation d'actes pas corrects. Lui qui représente le modèle, un homme vertueux, et finalement, c'est une accumulation du contraire. Et quand je viens en Occident, et j'ai grandi en Occident, et je vois que quand je vois en Occident, c'est très différent. On vit pour soi-même, avec soi-même. Je suis comme je suis. Et c'est super. J'aime beaucoup la culture. Avec l'honnêteté, je ne cache rien. Si je suis comme ça, alors je suis comme ça, mais je ne cache rien. Et je vois qu'au Vietnam, aujourd'hui, il y a aussi une réaction comme ça. On veut se libérer de toute norme, de toute éthique figée par une éthique bâtie par une culture ou famille, un système, tout un système, et on veut se libérer de tout ça parce que ça n'aide pas et ça peut empirer la situation. Mais quand je vis avec des années en Occident, je vois que si on est comme soi-même, on ne cache rien, on reste ouvert comme ça, on laisse la vérité, mais ça n'aide pas non plus. Parce que l'adolescente qui souffre énormément, son père ne cache rien, mais la souffrance continue, ça n'aide pas. Et l'adolescente souffre profondément. Alors, donc, ce qui peut aider, c'est une éthique appliquée. Si on parle de l'éthique, comme Frère Frappelin a dit, si on parle de l'éthique, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit appliqué, il faut que ça devienne notre mode de vie. Sinon, ça peut créer encore plus de souffrance et nous parlons de l'hypocrisie, de tout ça. Mais pour moi, quand on comprend comment ça se fonctionne, comment notre conscience et nos 5 agrégats fonctionnent, on voit que peut-être ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est parce que on veut suivre cette direction, on veut vivre selon l'éthique, mais nos habitudes, notre corps nous poussent à aller dans une autre direction. Et dans le 3e entraînement, Thay nous a aidés. Thay nous a montré comment suivre l'éthique. Parce que tout le monde, depuis qu'on est ado, depuis qu'on est enfant, on a un sens de l'éthique, on connaît l'éthique. Mais le problème, comment le suivre? Dans le 3e entraînement,
Je cherche cette phrase. Bon, le troisième entraînement nous rappelle de pratiquer pour gérer notre énergie sexuelle. Si nous voulons suivre le troisième entraînement, vivre selon le troisième, nous devons savoir comment gérer notre énergie sexuelle. Nous devons savoir comment arroser nos bonnes graines. Parce que nous voulons suivre le troisième entraînement, mais si tous les jours nous regardons les films qui arrosent la graine du désir sexuel, avant d'aller au lit, nous regardons les images, les films qui arrosent sans cesse ces graines. Alors, bien sûr, nous ne pourrons pas suivre le troisième entraînement. Quand les conditions sont là, on peut faire quelque chose qui nous éloigne du troisième entraînement, qui est l'amour véritable, qui est le comportement sexuel approprié. C'est pour ça la question principale, c'est arroser les graines, les bonnes graines. La pratique de la pleine conscience nous aide à avoir la liberté de choisir ce que nous voulons. Sans la pratique de la pleine conscience, même si nous voulons faire quelque chose, nous sommes tiraillés, il y a un conflit en nous et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais avec la pleine conscience, on voit très clairement ce que nous voulons et ce qui nous empêche de le faire. Et les 5 entraînements à la pleine conscience que nous avons au villager Prunier sont longs. C'est parce que il contient aussi les pratiques qui arrosent nos bonnes graines pour pouvoir suivre ces entraînements. Et dans la conscience, dans notre conscience, dans nos consciences des organes, des sens, dans la conscience du mental et la conscience du tréfonds, nous avons encore une autre conscience. Où est-ce que je vais dessiner? Une autre conscience qui est la conscience du manas. La conscience manas. Et cette conscience manas a tendance à rechercher la sécurité, surtout le plaisir des sens, le plaisir sentimental ou même spirituel. Et elle cherche toujours à s'approprier l'objet de plaisir. Elle ne connaît pas la modération et ne voit pas le danger de la recherche des plaisirs des sens. La conscience manas ne connaît pas le bienfait de la souffrance, la nécessité de la vision profonde de l'impermanence, du non-soi, de l'inter-être. Et c'est une habitude profonde dans notre manière de penser.
si nous ne pratiquons pas la pleine conscience, nous pouvons être emportés par la conscience du manas. C'est pour ça notre monde va, même avec la bonne volonté, notre monde va dans cette direction de la souffrance. Parce qu'il y a cette conscience manas qui nous pousse à la recherche du plaisir, du confort, sans modération. Sans la pleine conscience, on ne voit pas. On ne voit pas que notre comportement est dirigé par cette tendance. Et le membre de ma famille, avec son mental, il sait très bien ce qu'il faut faire. Mais quand il se trouve dans la situation, avec les conditions, il ne pouvait pas suivre le troisième entraînement qui est le comportement sexuel approprié. Je pense qu'il était certainement dans un conflit avec lui-même, entre le corps, les sensations et le mental. Il a traversé certainement des conflits, des batailles. Et dans des situations comme ça, il était dirigé et contrôlé par la conscience manas, qui recherche toujours le confort, le plaisir, sans modération. C'est seulement avec la pleine conscience qu'on peut reconnaître ça. Et on peut rétablir l'harmonie dans notre être, sans être tiraillé et bousculé dans cette bataille. La conscience manas, non seulement elle cherche le plaisir et qu'elle ne connaît pas la modération, qu'elle cherche toujours à s'approprier l'objet de plaisir, mais aussi elle ne connaît pas le bienfait de la souffrance. C'est-à-dire, la conscience manas a une vue dualiste. Elle veut le plaisir, la souffrance, elle veut le plaisir, le bonheur, et elle rejette la souffrance. Mais sans la souffrance, le bonheur serait très difficile. C'est comme le gauche et le droit. Je me souviens avec nos amis français et françaises, Dai parlait toujours de la gauche et de la droite. Sans la gauche, il n'y aurait pas la droite, et sans la droite, il n'y aurait pas la gauche. Sans le haut, il n'y aurait pas le bas, et sans le bas, il n'y aurait pas le haut. Il y a des journées quand je mangeais beaucoup, quand je mange beaucoup, les 3 repas, je ne veux plus toucher la nourriture. Et quand je voulais reprendre l'appétit, je dois arrêter de manger. Et beaucoup de sœurs, plusieurs sœurs au Hameau Nouveau, nous ne mangeons pas le dîner, le repas de dîner. Et non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour retrouver l'appétit quand on a un peu faim, ou quand on a faim, on a beaucoup d'appétit. Sans appétit, on n'apprécie pas la nourriture. Et donc, pour avoir le bonheur de manger, il faut avoir un petit peu de faim, ou il faut avoir faim. Et c'est pareil, si on est toujours joyeux, heureux, et sans qu'on ne connaît pas la souffrance ou la douleur, doucement, on s'ennuie
on s'ennuie avec la joie et le bonheur. Et on ne reconnaît plus que c'est la joie, que c'est la bonheur. Les mêmes conditions de bonheur et de joie sont là, mais on ne les apprécie plus. On voit plus que c'est la joie, on voit plus que c'est la bonheur. Quand on a mal aux dents, quel bonheur de ne plus avoir mal aux dents. Et on a ce bonheur qui dure après être allé chez le dentiste, et on a ce bonheur pendant quelques heures, et puis après on oublie ce bonheur. Qui se souvient de ce bonheur dans cette salle? Et donc le bonheur et la souffrance sont très liés. Ils intersont. Mais la conscience manas rejette la souffrance. Elle a une vue dualiste. Et la vue dualiste est la cause de beaucoup de problèmes. Dans le premier entraînement, je comprends que toute violence causée notamment par le fanatisme, la haine, l'avidité, la peur, a son origine dans une vue dualiste. Quand il y a la guerre, c'est parce qu'il y a cette vue dualiste. C'est parce qu'on ne voit pas que nous intersommes. Ce qu'on appelle ennemi, c'est nous-mêmes. Et si on se tue, s'il y a la guerre, on se tue, et la fin, c'est la destruction de toute la planète Terre. Quand on tue l'autre, on tue soi-même. Et nous vivons dans un monde où ce qui se passe aujourd'hui, c'est la polarisation. Monsieur Gougo joue un rôle important dans la polarisation dans notre monde actuel, parce que quand Monsieur Gougo, il sait nos intérêts, il va nous apporter plein de liens, plein d'informations qui répondent à nos intérêts, mais on ne trouve plus d'autres documents des autres intérêts, ou on ne trouve pas d'autres documents que les documents d'une certaine vue. Et si on reste coincé dans cette vue dualiste, et bien sûr, le résultat, c'est la querelle, le conflit, la guerre. Et les 5 entraînements nous aident à voir la nature de l'inter-être. La semaine dernière, et comme les autres semaines, nos enseignants du Dharma ont parlé de l'inter-être, de la vérité de l'inter-être, de l'interdépendance, de la non-dualisme. Et pour mettre en pratique, pour vivre selon cette vue juste, nous avons ces 5 entraînements. Et pendant les 2 semaines de fête, nous allons organiser des cérémonies de transmission pour ceux et celles qui veulent suivre ces 5 entraînements. Et mon frère regarde l'heure.
notre amie qui est retournée vers sa maman, vivre avec sa maman. Et en écoutant sa maman, en écoutant la vie de sa maman, elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris que sa maman avait beaucoup souffert quand elle était petite fille. Elle a reçu exactement ce que cette jeune femme, notre amie, a reçu. Et elle a réalisé qu'il y a une transmission, il y a quelque chose qui est transmis de génération en génération. Et que sa maman n'est pas juste cette femme assise devant elle, mais il y a aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents, il y a toute une lignée. Et cette personne assise devant elle est aussi le résultat de toute une lignée, de toute une éducation, d'une culture, d'une société. Et quand la jeune femme, elle voit ça, son cœur, elle a pu ouvrir son cœur. Et pour la première fois, en même temps, il y a la cloche de mon apps, Plum Village apps du téléphone. Alors, cette femme, pour la première fois, elle a vu sa maman comme ça. Avant, elle voyait sa maman juste dans ce corps de la maman. Et là, elle a vu sa maman est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste en espace et aussi dans le temps. Et puis, elle a vu elle-même aussi. Elle aussi. Elle a la continuation de toute cette lignée. Elle est aussi la continuation de sa maman. Et si elle ne connaît pas toute la pratique pour calmer ses émotions fortes, pour pouvoir regarder les choses plus en profondeur, pour regarder les choses plus clairement, pour écouter plus profondément, pour apprendre, pour voir mieux, pour comprendre mieux, elle va répéter la même chose que ce que sa maman a fait, ce que ses grands-parents ont fait. C'est une continuation de toute la lignée. Et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons arrêter ce courant de souffrance pour commencer quelque chose de nouveau. Nous pouvons créer de nouvelles habitudes et nous pouvons commencer une nouvelle étape pour toute la lignée. Et donc, ce que nous apprenons, ce que nous nous entraînons à faire, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos parents, pour notre famille. C'est la fin de l'année, l'an 2023, et nous avons beaucoup de chance d'être ensemble ici, soutenus par une énergie collective, et nous voulons faire quelque chose pour la nouvelle année. Nous voulons nous renouveler, nous voulons devenir une personne toute nouvelle, non seulement pour nous, mais pour notre famille, pour notre lignée. J'aimerais passer 10 minutes ou un quart d'heure pour répondre à vos questions, parce que je sais que, surtout pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, peut-être vous avez des questions.
Je croyais que l'enseignement était très clair et parfait, donc il n'y a pas de questions. Merci. On a parlé d'émotions et de violences passées, mais dans le cas où on est dans des situations où les violences sont toujours présentes, quels outils on peut avoir pour arriver à sortir de ces souffrances quand elles sont répétées, constantes et toujours dans le présent? Premièrement, nous devons nous protéger. Nous protéger en nous mettant dans un environnement qui nous protège, qui nous nourrit. Et puis, avec la pratique, nous prenons soin de nous. Nous prenons soin de nous et nous prenons soin de l'environnement, de notre environnement. Quand l'environnement est trop dur, nous devons chercher un autre environnement. Parce que si nous prenons soin de nous, nous n'avons pas encore réussi, et puis nous sommes dans un environnement qui nous inflige sans cesse, qui nous arrose ces graines de souffrance, de violence sans cesse, alors ce serait trop difficile. Alors, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir formuler ma question, mais c'est par rapport à la mémoire du corps émotionnel. C'est-à-dire, quand le corps de la petite fille que j'ai été a engrammé des mémoires, un stress important, parce que cette petite fille n'a pas su dire non, n'avait pas les mots pour répondre à la situation, dans le corps, y a des mémoires. Et là, il n'y a pas accès avec le mental. Alors, je suis stupéfaite de constater que par des thérapies de rebirth, notamment, et heureusement que ça existe, ça me permet de contacter des choses impressionnantes que j'ai complètement dont je n'ai pas conscience, et de voir les émotions qui remontent comme des bulles avec des informations. De la petite fille que j'ai été et qui je voulais parler de ça parce que ça passe pas par le mental pour avoir ces informations là, ça passe d'une autre manière. Oui, ça reste dans le corps. Vous dites que ça ne reste pas dans le mental, mais ça reste dans la conscience du tréfonds aussi. Le corps et la conscience du tréfonds sont très liés. Et la pratique de la pleine conscience est aussi la pratique avec la respiration et aussi avec le corps. Quand nous nous accrochons à la respiration consciente et nous sommes en contact avec notre corps, dans le moment présent,
Nous reconnaissons toutes les informations de la petite fille du passé, mais avec la pleine conscience, nous reconnaissons aussi ce corps que nous avons aujourd'hui pour nous détacher du passé. Il faut nous dépasser du passé pour rester ancrés dans le moment présent. Parce que nous ne sommes pas seulement la petite fille, nous sommes une personne adulte aujourd'hui. Et très souvent, quand nous sommes traumatisés, nous sommes emprisonnés dans cette petite fille, parce que c'est très profond, c'est très, très marquant dans notre conscience du tréfonds et aussi dans notre corps. Malgré ça, ce n'est pas la totalité de notre personne. C'est pour ça qu'il faut nous détacher de cette petite fille pour avoir la chance d'être en contact avec le reste de notre personne. Nous sommes très vastes. Nous ne sommes pas seulement cette partie-là. Et la respiration consciente, solide, l'énergie de la pleine conscience et de la concentration solide nous permet de nous détacher de cette petite partie de nous-mêmes pour être en contact avec une partie, avec le reste de nous-mêmes. Et je me souviens, notre maître, il a traversé beaucoup de traumatismes. Il a traversé 3 guerres. Il a traversé la mort de ses êtres très chers, de ses étudiants qui étaient encore très jeunes. Et je me souviens, une de ses étudiantes qui était là dans une retraite avec lui, et elle nous a raconté que ce jour-là, il y avait des hélicoptères, et tout de suite, elle a vu une réaction chez notre maître dans le corps, et elle a reconnu tout de suite, c'est la réaction de quelqu'un qui a vécu pendant la guerre. Alors, notre maître, il a traversé beaucoup dans sa vie, beaucoup de traumatismes. Et c'est avec la pratique de la respiration consciente, avec le sutra, avec les enseignements du Bouddha, le sutra de l'attention, de la pleine conscience, de la respiration consciente, il a vraiment accroché à cette pratique et il a pu traverser, il a pu nourrir son corps, sa conscience. Il a pu transformer, guérir toutes ces expériences vécues. Et vous qui l'avez vu au village des Pruniers, beaucoup d'entre vous, vous avez été au village des Pruniers quand Thay était encore là, et vous avez vu comment Thay a transformé tout ça, et il a vécu dans le bonheur. Il avait toute une énergie de joie, de bonheur, de paix en lui. Il a été très persévérant dans la pratique de la pleine conscience, de la respiration. Et il a pu faire ça. Et c'est pour ça, dans toutes les retraites, inlassablement, il a répété la pratique de la respiration consciente, de la marche méditative, parce que avec ça, il a pu transformer tous ces traumatismes, toutes ces blessures. Et avec ça, il a pu vivre vraiment pendant des années, plusieurs années, pendant 40 années en paix, dans la joie,
dans le bonheur et sa vie est un exemple qui nous montre on peut le faire. Et à la première vue, on a l'impression que c'est une pratique très simple, mais au fait, elle est fondamentale. Le résultat et les fruits sont très profonds. Et donc, premièrement, avec la respiration consciente, il faut qu'on reste ancré dans le moment présent pour nous détacher du passé, pour ne pas nous rester noyés dans le passé. Et tout ça, on peut trouver dans les anciens textes, les enseignements du Bouddha, une tradition Notre frère n'a plus besoin d'inviter la cloche parce qu'il y a la cloche de mon Plum Village Apps qui a sonné. Mais tu l'invites quand même pour tout le monde parce que moi je l'ai entendu mais pas les autres. Et Sœur Chung Kong aussi, elle a traversé les mêmes choses que notre maître. Les guerres, la mort. Elle est allée même ramasser les cadavres dans la rue. Elle est encore là avec nous. Vous pouvez vous approcher d'elle pour lui demander plus de ses expériences vécues. Et aujourd'hui, nous allons manger ensemble dans cette salle, dans un repas formel, en silence. Et elle sera là aussi avec nous. Maintenant, je vais arrêter parce que c'est l'heure de la marche méditative. On va écouter 3 sons de la cloche, on va se reposer un peu et puis on profitera de la marche méditative avec toute la communauté. Et puis aussi le repas formel dans cette salle. Il y aura des annonces après les 3 sons de la cloche.